Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire consacré au co-développement de projets d'ENR, qui est en fait une introduction à une session de formation. Je vous mettrai en lien toutes les infos sur cette session de formation. Voilà, donc donc je vois que tu es dans ton déjeuner, tout va bien. Donc je vais te laisser commencer ce webinaire, qu'on prenne pas trop de retard. Et moi, je vais donc au fur et à mesure collecter les questions et puis et mettre les coordonnées justement des sessions de formation qui sont en fait liées à ce webinaire. Merci Arnaud. Bonjour à tout le monde et bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Petit webinaire d'1 heure pour rentrer dans le sujet de ce qu'on appelle le co-développement. On va regarder plus précisément ce que ça veut dire. Alors, je crois que dans le titre du webinaire, c'était projets de territoire, projets territoriaux. C'est vrai que ça commence à être un peu galvaudé comme terme, le territoire. Pourtant, ça a un sens bien particulier, vous allez le voir. Mais pour être plus précis, je préfère parler de projets de taille industrielle parce qu'en gros, sur des petits projets, on n'a pas trop besoin d'être en co-développement. Ça va être surtout sur des projets qui ont un gisement important, qui vont dont la puissance va s'estimer en mégawatts installés en souvent millions d'euros au final d'investissement à réaliser. Voilà. Et donc vous allez le voir qu'il va s'agir de regarder comment des acteurs non professionnels, souvent du territoire, des citoyens, des collectivités, des habitants, des associations, qui souvent se regroupent ensemble, peuvent travailler avec un professionnel du domaine, ce qu'on va appeler un développeur industriel, pour réaliser ensemble un projet, le faire sortir de terre, et partager ensemble des responsabilités et des retombées économiques, notamment du projet. Et comment tout ça peut être sécurisé, on va dire par le droit et le juridique, mais aussi comment tout ça humainement peut se mettre en place. Donc là, en 1 heure, on va pas avoir le temps de rentrer complètement dans le sujet, surtout dans le comment. Le comment, ça sera plutôt en formation. Là, on va rentrer un peu dans le pourquoi, l'avantage, la posture dans le co-développement. Voilà, vous savez que vous pouvez poser vos questions en chatant et puis Julien me les transmettra. Brièvement, énergie partagée, parce que c'est toujours important de le rappeler. On est né de la rencontre d'acteurs de la transition énergétique historique en France, comme le réseau du Clair, Enercop, le bureau Indigo, bureau d'études, ou l'association Espul. Et 2 porteurs de projets qui étaient déjà dans les années 2000 influencés par les voisins européens, portés par des programmes européens qui étaient avant-gardistes et portaient eux-mêmes des projets sur leur territoire, des Bretons, des Belges, des Rhône-Alpins, sur du solaire, sur de l'éolien. Et puis des acteurs de la finance éthique qui prenaient de l'ampleur déjà dans les années 2000 avec la nef et le crédit coopératif. Ensemble, ils se sont mis autour de la table pour écrire une charte en se disant on veut développer, multiplier, s'aimer et soutenir des projets qui respectent 4 piliers. Ces 4 piliers, c'est l'ancrage local, c'est la gouvernance démocratique, c'est l'exigence écologique, c'est la démarche non spéculative. Euh, L'ancrage local, c'est pour dire qu'on est sur des projets qui sont portés localement. Ça veut dire que les gens ne seront pas tout seuls à porter leur projet. Ils vont justement nouer des partenariats avec d'autres acteurs professionnels, financiers, capitalistiques ou autres, qui ne sont pas forcément locaux. Mais le projet, son âme, j'ai envie de dire, est locale. Et sur le long terme, les acteurs locaux, les habitants, les collectivités ont une place importante dans le portage du projet. Deuxième pilier, c'est la gouvernance démocratique. Il s'agit de poser vraiment ce principe fort qu'on va créer pour chacun de ces projets des sociétés commerciales privées, souvent des SAS. Il faut qu'à l'intérieur de ces sociétés, il y ait des règles de gouvernance démocratique qui se mettent en place. C'est pas forcément une personne, une voix, le principe coopératif,
mais c'est en tout cas décorréler le pouvoir financier du pouvoir de décision et de dire que les acteurs locaux et citoyens, quand bien même ils seraient minoritaires dans les projets, ils doivent garder la maîtrise des grandes décisions de la vie du projet. Et puis, il y a un principe de transparence fort qui est très utile dans ce monde assez opaque où n'importe quelle information devient sensible. Le critère d'exigence écologique, c'est aussi un critère fort. Alors, d'une part, c'est la question des économies d'énergie où, en gros, pour le faire très court, on pourrait dire que en faisant des projets d'énergie renouvelable citoyens, on permet d'embarquer le territoire, les gens, dans la transition énergétique et derrière de travailler plus facilement la question des économies d'énergie. Voire, les projets, chacun, vont essayer de traiter de cette question soit dans des actions secondaires, une fois que le projet est en place, soit en sensibilisant les actionnaires locaux, voilà, soit en portant des actions, dans les bâtiments, auprès des occupants des bâtiments, qui ont été, par exemple, sur lesquels il y a eu des installations photovoltaïques. Enfin voilà, il faut qu'il y ait une dimension, maîtrise des consommations et puis, l'autre dimension, c'est, bah, l'impact environnemental des installations et là, on est assez vigilant dans le réseau. Là-dessus, ça va dépendre beaucoup des filières, mais voilà, on sait bien qu'il suffit pas de produire de l'énergie renouvelable pour être exemplaire. Et puis la dernier, point, c'est la démarche non spéculative. On va dire que ça concerne plutôt tous les investisseurs dans les projets, qu'ils soient habitants ou professionnels. Il s'agit de promouvoir une démarche de long terme dans le projet. On s'assure que personne ne soit là pour, faire une culbute financière, de court terme sur le dos des énergies renouvelables et du territoire. Voilà nos 4 piliers. Je vous invite à lire la charte. Elle est téléchargeable sur notre site. Elle est bien mieux rédigée que ça et il y a on va dire, des valeurs, au fondement, et qui ont été issues de la rencontre des acteurs que je citais. Pour que ces projets se multiplient, 2 outils ont été, créés, une association loi 1901 et un outil d'investissement qui est une société à commandite par action qui sert, à collecter de l'épargne dans toute la France et à venir l'amener au capital des porteurs de projets citoyens pour les aider à réaliser leur investissement et à rendre bancable leur projet, à aller chercher de la dette et financer la totalité. L'association, qui est son on va dire l'autre jambe du mouvement, elle met en réseau l'ensemble des porteurs de projets pour essayer de partager l'expérience, créer des outils et bah, faire en sorte que l'intelligence collective, permette à ce que ça soit, permette d'accélérer la multiplication de ces projets. Voilà une première carte, ça c'est les cartes dans lesquelles, l'outil d'investissement a investi. Aujourd'hui, il y en a une, bonne quarantaine. Et puis ça, c'est une carte, de tous les projets citoyens en cours d'émergence, de développement ou qui sont déjà en fonctionnement, en France par filière et c'est peut-être pas encore exhaustif. On se rapproche des 300 projets en tout et une bonne centaine en exploitation, voilà, le reste étant plutôt dans les tuyaux. Une centaine en développement et une centaine, en émergence, vraiment au tout démarrage. Là, cette carte est pas encore, mise à jour, elle va bientôt l'être parce qu'on a le plaisir d'accueillir, des nouveaux réseaux régionaux. Alors les réseaux régionaux, je vous en reparlerai, mais ce sont, des personnes, qui sont salariées à plein temps, financées, leur poste est financé par l'ADEME et la région pour accompagner l'émergence de projets citoyens et donc qui sont là, votre première porte d'entrée, votre premier interlocuteur pour savoir un peu, voilà, comment concrétiser votre idée, votre projet, d'énergie renouvelable sur votre territoire. Dès lors que vous êtes dans une démarche, citoyenne, au sens de la charte que je vous ai présentée. Donc maintenant il y a, un réseau en Bourgogne-Franche-Comté animé par Copawatt, un réseau en région Grand Est également et puis, Hauts-de-France, ils sont en train de le mettre en place et Normandie, c'est en réflexion. Voilà et partout ailleurs, il y a ces personnes-là et des nouvelles même qui sont arrivées, depuis et dont on n'a pas encore le la photo. Alors, pour rentrer dans le sujet, hem, voilà, je vous laisse regarder un peu cette installation, et je vais tout de suite vous montrer la suite. Donc ça, c'est l'objet technique, qu'on cherche à réaliser, qui permet de produire, de l'électricité d'origine renouvelable, là, des éoliennes, très bien, OK. On voit un objet purement technique, on se doute bien que derrière,
il y a une question de sous, il y a des questions de montage juridique, financier, beaucoup de questions techniques, des autorisations, des permis de construire, tout ça. Bon, en fait, il y a tout ça déjà qui se cache derrière cet objet technique. Mais plus que ça, dans les projets citoyens, voilà ce qui se cache derrière, et c'est ça qu'on essaye d'encourager et de développer, c'est que les gens prennent part à la réalisation de ces projets. Ça veut dire prennent part au financement et à la gouvernance de ces projets. C'est là une spécificité forte des projets citoyens dans notre réseau, c'est cette double participation au financement et à la gouvernance des acteurs locaux, des acteurs citoyens, et sachant que c'est pas forcément en direct dans les sociétés qui sont montées, ça peut être indirectement via des intermédiaires citoyens tels que par exemple Énergie Partagée. Pour vous dire aussi que des projets citoyens, il n'y a pas un modèle unique et il n'y a pas une histoire type. Il y aura vraiment plein d'histoires différentes. Donc en fait, j'ai envie de dire n'importe quel projet pourrait devenir citoyen. Les projets peuvent être initiés par des habitants, peut être initié par une collectivité, peut être initié par un développeur, peut déjà être en fonctionnement et être acheté par le territoire. Voilà, donc tous les scénarios, en tout cas, sont possibles. Voilà. Euh, alors là, je vais vous passer quelques diapositives pour vous donner quelques grands éléments. Peut-être certains n'en ont pas besoin, mais d'autres en auront besoin pour comprendre la suite du propos sur le co-développement. Tout à l'heure, je vous parlais de projets industriels. Là, c'est une diapositive que le réseau Énergie citoyenne en Pays de Loire nous a prêtée, qui montre trois types de filières, trois types de projets qui ont clairement des puissances et donc des productions et donc des coûts d'investissement et donc des durées de vie, pardon, des durées de développement très différentes. Mais du coup, en termes d'impact et sur l'autonomie énergétique du territoire, c'est aussi très variable. Sur le co-développement, vous allez voir qu'on va parler plutôt de ce type de projet, éolien là, ou méthanisation, donc des choses où on est déjà plus autour de 4 millions, 11 millions d'euros d'investissement sur des coûts de développement qui sont de plusieurs centaines de milliers d'euros. En dessous, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est moins pertinent, il y a moins d'intérêt, il y a moins d'enjeux techniques ou d'enjeux financiers, et finalement, localement, les porteurs de projets peuvent rester maîtres d'ouvrage tout le long et n'ont pas forcément besoin d'aller chercher un co-développeur. Un autre élément important, parce qu'on va souvent y revenir, en fait, il faut bien comprendre que à chaque fois qu'il va y avoir un projet de taille industrielle, pour pas mal de raisons, mais notamment des raisons qui sont liées au financement du projet, pour optimiser le financement bancaire, euh, on va créer, les partenaires et les futurs investisseurs vont créer une société commerciale privée ensemble, souvent une SAS, Société Action Simplifiée, qui va être la société de projet qui va détenir tous les droits, qui va gérer toutes les relations contractuelles avec les partenaires, les fournisseurs, les assureurs, les banques, etc. Et en fait, l'enjeu, c'est de savoir qui investit dedans, qui investit quand. Est-ce que c'est au tout démarrage? Est-ce que c'est à la fin? Est-ce que c'est quand c'est, vous allez voir, il y a encore du risque, ou quand c'est dérisqué? Et du coup, qui investit et est actionnaire dedans, et comment sont prises les décisions dedans? Donc, c'est la question de la gouvernance dans cette société de projet. Euh, voilà, donc c'est pour ça que quand on se demande, bon, c'est bien, on veut faire participer les gens, on veut faire du participatif, mais qu'est-ce qu'on entend en fait par ça? On reprend ce schéma qui avait été fait par l'association Ra2E en Rhône-Alpes. Euh, c'est bon, il y a du financement déjà qui est possible, mais qui donne pas accès de la gouvernance. C'est dès qu'on finance en dette. Typiquement le financement des banques, mais si on parle du financement participatif, c'est le financement en crowdfunding, très souvent. Le financement des internautes par les plateformes, c'est de la dette. On peut financer, bon, en don, je ne reviendrai pas dessus, c'est pas trop le sujet là dans la présentement, mais en tout cas, ça donne pas accès à de la gouvernance. Ce qui donne accès à de la gouvernance, c'est quand on apporte des fonds euh, en achetant on va dire, des titres de propriété de la société, en gros en achetant des actions ou des parts sociales si c'est une coopérative. Euh, voilà, et donc comme je vous le disais, soit on est directement investisseur dedans, soit on passe par un intermédiaire comme Énergie Partagée.
Et puis, voilà, ça donne accès à de la gouvernance où, à minima, on est représenté dans la gouvernance de la société. Heu, je vous dis ça parce que, du coup, ce qui est important, de comprendre dans un financement d'un projet, ça, c'est un budget total d'un projet. Budget, tout confondu, développement, investissement. On se donne cet exemple pour dire que, en fait, il y a 70, mais ça peut aller jusqu'à 80-85 qui est apporté par les banques en dette. Heu, voilà, c'est le modèle aujourd'hui, sachant que les taux d'intérêt sont encore bas et ça permet, voilà, avec finalement peu d'apports de fonds propres, de financer des projets très capitalistiques, grâce au concours des banques. Mais n'empêche, il faut amener des fonds propres et c'est ces fonds propres, et cette répartition des fonds propres, les 30 là, qui vont déterminer la répartition entre les investisseurs, et la répartition du pouvoir. Alors quand bien même on arrive à décorréler l'apport financier du pouvoir de décision, il y a quand même un rapport de force important qui se joue là, sur qui apporte, combien et à quel moment, en plus de la vie du projet. Le but du jeu chez nous, c'est que les investisseurs majoritaires, ce soit, les acteurs citoyens, les acteurs locaux, et les outils d'économie sociale et solidaire comme énergie partagée, les collectivités, que tout ce petit bloc soit majoritaire dans le financement. C'est pas tout le temps possible, et donc des fois, on peut avoir des cas de figure où ce sont des investisseurs privés, industriels qui, vont avoir la majorité du financement. C'est pas grave tant que, on descend pas côté, bloc citoyen en dessous d'une minorité de blocage de 33 du financement. Voilà, en deçà de 33 du financement, donc du projet, on donc pardon, 33 des 30 là, 33 des fonds propres qui sont apportés. En dessous de ça, ça va être difficile de revendiquer une part, importante dans la gouvernance. Alors, je vous disais, c'est important de savoir quand est-ce que, des investisseurs vont arriver, et donc quand est-ce que, quelqu'un amène de l'argent ou, autre chose dans le projet. Parce que, faut voir que dans la vie d'un projet, il y a 2 étapes, on va dire, vraiment importantes. La phase de développement où on va considérer que le niveau de risque, financier est maximum. Parce que le projet, on ne sait pas s'il peut se tenir. Il y a plein de raisons pour lesquelles il pourrait ne pas se tenir, échouer, avorter, voilà. Ne pas obtenir le permis de construire, ne pas obtenir de tarifs d'achat d'électricité, suffisants, ne pas obtenir d'autorisation, plein de raisons. Donc là, c'est une phase où heureusement, normalement, les investisseurs n'ont pas mis beaucoup d'argent. Ils ont mis juste ce qui était nécessaire, ils l'ont mis au fur et à mesure. Donc voilà, là, le risque est fort, par exemple, au tout début, mais là, ils n'ont pas mis grand-chose encore. Là, déjà, on voit qu'avant la fin du développement, il est encore très fort et puis là, ils ont dû commencer à en mettre pas mal. Donc là, tout le monde transpire ici et puis, une fois qu'on a le permis de construire et les autorisations, les tarifs, ouf, on respire et puis, bon, il y a encore un risque chantier qui est pas négligeable et puis ensuite en exploitation, normalement, ça marche beaucoup mieux, il y a moins de risques, on va dire, pour les investisseurs. Donc quand vous êtes investisseur, selon que vous arrivez, en développement, tôt dans le développement ou en exploitation quand ça marche et ça fait ses preuves, c'est pas, du coup, le même risque que vous prenez et du coup, c'est un peu une loi, en tout cas moi que j'ai découvert, avec ce travail et qui a l'air d'être importante pour tous les acteurs économiques, la une un le couple risque-rentabilité, donc rentabilité sur les fonds apportés, doit être cohérent. Voilà, c'est difficile dans le monde aujourd'hui de demander à quelqu'un de prendre beaucoup de risques, mais d'être très peu gourmand en termes de rentabilité et inversement, quelqu'un qui arrive en prenant peu de risques, mais qui est très gourmand en termes de rentabilité, c'est pas très entendable. Donc voilà, il y a une cohérence à garder entre, le risque et la rentabilité. Bah, heureusement, tout le monde n'est pas, le même homo economicus. Je vais y revenir. Bah, ça, c'était juste pour, on va dire les débutants, qui connaissent peu le monde du développement encore. C'est pour vous montrer que, voilà, il y a pas mal de raisons d'avoir de l'argent à dépenser en phase de développement, que ça soit, d'étudier, le gisement, le raccordement, les études d'impact, et cetera. Je vais pas y revenir, dessus. Alors, sinon pour dire si, excusez-moi, c'est que selon les filières et les tailles de projets, on va dire que ces coûts vont varier, et selon le type de dépenses,
Il y en a qui vont être peu risquées parce qu'elles arrivent tard dans le projet et certaines doivent arriver tôt et donc là, c'est plutôt bien risqué, c'est ce qu'indiquait ce tableau. Merci à Enercop Languedoc-Roussillon qui avait fait ce tableau. Alors, vous avez compris que chez nous, on faisait la promotion de l'implication dans le financement et la gouvernance. C'est pas pour rien, c'est parce que, en gros, en étant dans la gouvernance, ça permet pas mal de choses. Alors là, je vais être hyper rapide parce que c'est quelque chose dans lequel on rentre beaucoup en détail dans nos formations, dans nos webinaires. On en parle souvent. Je pense, que c'est notre message essentiel et en même temps là, c'est pas l'objet du webinaire, donc je vais aller assez vite. Et quand même, qu'on comprenne pourquoi on veut être dans la gouvernance et quand on est en co-développement avec un partenaire industriel, pourquoi on veut rester dans la gouvernance et garder la maîtrise de la gouvernance et pas se faire, euh, on va dire, prendre le projet par le partenaire industriel sous prétexte qu'il apporte beaucoup de sous et beaucoup de compétences. Euh, voilà pourquoi. Parce que d'abord, il y a pas mal de décisions à prendre, notamment en phase de développement, sur l'impact environnemental du projet, sur justement qui on va associer et quelle place on va faire aux collectivités, aux citoyens dedans. Comment on va en faire un vrai projet qui parle énergie, qui parle économie d'énergie et pas seulement un projet de business capitalistique. Euh, et puis, en phase d'exploitation, il y aura plein de décisions à prendre sur qui va faire l'exploitation, sur réduire les nuisances et les régler quand il y en a, sur qu'est-ce qu'on fait des bénéfices quand il y en a, est-ce qu'on les remonte, est-ce qu'on les réinvestit, est-ce qu'on les met en réserve, voilà, est-ce qu'on accueille les nouveaux actionnaires, quels nouveaux actionnaires, est-ce qu'on privilégie les actionnaires du territoire ou n'importe qui peut rentrer, voilà. Pas mal de questions où il faut être dans la gouvernance pour pouvoir y participer. Et puis, en fait, quand on mouille la chemise comme ça dans la gouvernance, on sait que de facto, on monte en compétences, le territoire monte en compétences, et ça, c'est dans une trajectoire de transition énergétique, c'est important. On fait ses armes dans des projets comme ça, et derrière, on est vraiment très apte à porter plein de nouveaux projets pour la transition énergétique. Arnaud, Oui. est-ce que tu préfères que je garde toutes les questions pour la fin ou est-ce que je t'interromps au fur et à mesure pour pas que On les gens va, perdent le fil? On va le faire en 2 temps, OK? Je vais aller jusqu'à, pourquoi c'est important de rester dans la gouvernance. On s'arrête là, on fait un premier échange et ensuite je continuerai sur, le co-développement plus spécifiquement. Ça marche. Pourquoi on veut rentrer, dans la gouvernance? C'est aussi parce qu'en tant qu'investisseur, alors on prend des risques, voilà, on prend les risques de tout perdre si le projet ne s'aboutit pas ou si le projet, capote ou, voilà. Heu, mais en revanche, si le projet aboutit, et produit est bien rentable, alors on va dire qu'il y a une bonne partie des retombées économiques qui peuvent être captées, localement. Alors je rentre pas dans le détail de ça, mais c'est aussi pour ça, qu'il faut qu'on invite les territoires à ne pas se contenter de simplement la fiscalité ou de prêter un petit peu de sous, à des projets qui, au final, on n'aurait pas eu besoin pour se réaliser. Donc, c'est vraiment d'être investisseur et derrière, de coup, de pouvoir prétendre, en étant investisseur, en étant actionnaire, de pouvoir prétendre non seulement à des droits de vote et de pouvoir de décision, mais aussi de prétendre à des droits à percevoir la rentabilité des projets. Voilà, je rentre pas dedans. Et puis la dernière raison, je vais très vite, mais c'est de garantir les moyens pour que ces projets servent une dynamique de territoire. Donc quand on est loin des projets, on n'est pas dans la gouvernance, on n'est pas dans le pilotage des projets, difficile de garder la cohérence. Quand on est bien dedans, là, on peut faire un maximum de synergie avec les politiques locales, publiques, avec le territoire, la dynamique associative. Heu, voilà, et c'est bien le but. Et puis, je terminerai pour dire que une raison qui fait que de plus en plus le co-développement est devenu un sujet, c'est que les développeurs eux-mêmes ont un intérêt à ce que monte dans le bateau des collectivités, des citoyens. C'est notamment le cadre avec les bonus participatifs qui ont été intégrés dans les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie.
et qui, du coup, bonifie le tarif d'achat garanti d'un certain pourcentage, pourvu que, il y ait, le respect d'un certain critère du participatif. Donc je ne vais pas rentrer dedans, vous voyez, c'est écrit, mais là, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, ça leur donne du coup une grosse incitation, puisqu'en gros, s'ils emmènent avec eux suffisamment de personnes, dans le financement et la gouvernance, quand c'est du financement en capital, et ben, ils peuvent prétendre vendre un peu plus cher l'électricité qu'ils vendront. Donc voilà, les développeurs ont cet intérêt-là. Je, je reviendrai sur l'intérêt des développeurs tout à l'heure. Du coup, c'est juste pour conclure. Voilà, le co-développement, vous voyez sur quel type de projet ça concerne. Et ça va être vraiment cet arbitrage-là entre qui on fait monter, à quel moment, comment on travaille ensemble. Euh, et ça concerne toutes les parties prenantes, hein, que ce soit les citoyens, la collectivité, le développeur privé. Et comment faire monter du monde dans le bateau, ça permet au projet de se développer et de se dérisquer pour se réaliser. Et il ne faut pas oublier, perdre de vue que le but, c'est quand même de faire sortir des projets qui produisent significativement de l'énergie renouvelable, qui ont un vrai impact sur l'économie locale et sur la transition énergétique locale. Donc, c'est des projets de taille industrielle. Il faut les faire sortir et donc, il faut que tout le monde soit utile pour les dérisquer. Et voilà, je trouve que ce schéma résume assez bien la, l'équation qui est posée. Bon, maintenant, on va rentrer plus dans le détail, mais je vais prendre les questions pour commencer. Oui, on a deux questions, une de Marion Richard. Donc, peut-on avoir plus d'infos sur la minorité de blocage? Comment on y a accès? Est-ce que 33%, c'est forcément une minorité de blocage ou est-ce un minimum conseillé pour négocier une minorité de blocage? À quoi ça donne droit? Ouais, bah, c'est les deux. Voilà, c'est quand on a 33%, globalement, ça va dépendre de la manière dont sont écrits les statuts et le pacte d'actionnaires, qui sont les 2 documents qui, légifèrent, j'ai envie de dire, la gouvernance de la société. Quand on a 33%, un actionnaire à 33%, il sait que, voilà, sur des règles de décision assez simples on peut pas l'actionnaire principal, majoritaire, ne peut pas prendre de décision importante sur le projet sans lui. Donc c'est vrai sur, par exemple, quand on dit par exemple, bon bah pour tout nouvel actionnaire qui voudrait prendre plus de 15% du capital, il faut un vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire réunissant plus de 75% des droits de vote. Bah là, l'actionnaire majoritaire, quand bien même il est majoritaire, si pour faire voter l'entrée d'un nouvel actionnaire important, il a besoin de l'actionnaire majoritaire pour dépasser ces 75%, bah voilà, là, concrètement, il ne peut pas prendre de décision sans l'actionnaire minoritaire. Donc c'est comme ça que ça se traduit, décision par décision, selon les instances, assemblée générale ou conseil d'administration qui les prennent. Ah, je rentre un peu dans la tambouille juridique, mais c'est pour dire oui, c'est quasiment gagné, c'est de facto. Et puis surtout, dans la négociation avec le partenaire, bon, de fait, on passe pas en force avec un partenaire qui a réuni déjà un tiers des capitaux. Voilà, sans même parler de droit et de documents juridiques. Ok, merci. Ensuite, on a une question de Vincent. Qu'est-ce qu'on entend par garantir les liens entre production et consommation? Je crois que c'est un mot que tu as dit, une expression que tu as dit tout à l'heure. Ouais, en fait, c'était écrit, bah, c'est la question en gros, relocaliser la production d'énergie, en soi, c'est déjà refaire un lien, parce entre la production et la consommation. Les gens vont enfin voir près de chez eux ce qui sert à produire l'énergie, qu'ils consomment. Si en plus, ces consommateurs en deviennent, actionnaires, investisseurs de ces outils de production, là, on commence à garantir un lien intéressant, qui permet de travailler plus sereinement la question des économies d'énergie, derrière. Et puis, on verra l'évolution du marché de l'énergie, mais ça ouvre aussi pas mal de possibilités derrière, où on sait qu'on va de plus en plus, voilà, avoir on va dire des contrats, à terme en direct entre
les producteurs locaux et les consommateurs autour de ces installations. Merci, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Ok, bon bah Voilà, super, comme j'ai glissé, je peux continuer tranquillement absolument. mon chemin. Alors, donc c'est un webinaire qui annonce une formation sur le co-développement. Vous verrez, à la fin, je conclurai sur le programme de cette formation. On rentre plus dans le détail des outils et des différents documents juridiques, voilà, dans l'opérationnel du comment on fait le partenariat avec un développeur. Et notamment, on va aussi jouer à un jeu. Donc, on a créé un support ludique dédié à ces questions-là pour travailler la question on va dire, du partenariat, c'est-à-dire comment localement des porteurs de projets ont intérêt à ouvrir le capital, la gouvernance à d'autres acteurs pour réaliser leurs projets. Mais comment ils n'ont pas intérêt à trop l'ouvrir, sinon bah, ils perdent de la maîtrise, ils perdent des retombées économiques, etc. Et donc il y a cet arbitrage qui permet de faire une stratégie localement de développement de son projet, une stratégie partenariale. Je vous montre à quoi ça ressemble parce que ça, je trouve que ça reprend assez bien le sujet et puis ça peut vous donner envie d'y jouer. Euh, un projet, je vous l'ai dit, c'est un projet, d'abord, il est risqué au démarrage, il a peu de chances d'aboutir quand on n'a pas fait grand-chose encore pour ce projet. Donc il est au niveau maximum et le but, c'est d'arriver au niveau zéro, au niveau, il est dérisqué, on peut le réaliser. Donc là, c'est l'objectif des joueurs. Et pour le faire, ils doivent maîtriser des aléas. Ce sont tous les aléas propres au développement d'un projet. Je ne vais pas rentrer dedans, mais voilà, c'est tout ce qui va être technique, administratif, autorisation, conformité, concertation, etc. Pour maîtriser ces aléas, soit les porteurs de projets peuvent le faire eux-mêmes. Donc c'est les actions que les porteurs peuvent faire. Ils peuvent maîtriser un aléa. Ça leur coûte un peu de temps, de ressources, de bénévoles et un peu d'argent, mais ils peuvent y arriver. Mais s'ils font que par eux-mêmes, ils vont pas aller très vite. Du coup, ils peuvent compter sur d'autres partenaires que sont, bon, alors les professionnels. Et les professionnels, bah, soit c'est juste des bureaux d'études, on leur demande une prestation, ça leur coûte juste de l'argent, soit on fait appel à un développeur privé. Et là, c'est intéressant parce que le développeur privé peut nous aider à maîtriser beaucoup d'aléas, à avancer dans notre échelle de risque pour dérisquer le projet. Mais alors, il est un peu gourmand en gouvernance et en retombées économiques. Et ben ouais, il travaille pas gratuitement et on le comprend bien. Voilà, donc là, il y a un choix à faire. Et puis on peut, les porteurs de projets peuvent recourir aussi à énergie partagée, soit dans un partenariat, comme avec un développeur, soit en se formant. Donc ça demande un peu de temps et d'investissement, mais ça permet de maîtriser de nouveaux aléas et c'est réel. C'est vrai que porteurs de projets, en venant se former, bah, peuvent faire de plus en plus de choses eux-mêmes, sans recourir à des professionnels. Ça ne permet pas de tout faire, mais déjà, dans le jeu, par exemple, ça permet pas de couvrir certains aléas bleus. Et puis, il y a pas mal d'actions à engager localement. J'y reviens pas, mais on rentre dans le jeu là-dessus. Et donc du coup, ça, c'est les 2 indicateurs, un peu les 2 boussoles pour nos porteurs de projets. Ils ont, la gouvernance et donc ils partent à 100 de gouvernance. Et petit à petit, on va voir, combien ils vont partager de gouvernance et de la même manière, du coup, ils vont partager les retombées économiques en partageant l'investissement et on va voir comment, du coup, chacun des partenaires, que ce soit énergie partagée ou des développeurs privés, vont venir, heu, voilà, prendre une partie de la gouvernance ou des retombées. Et puis à la fin du jeu, on regarde un peu les stratégies qu'ont développées chacune des équipes et bah, on s'aperçoit souvent que tout le monde n'a pas la même stratégie et du coup, on comprend un peu pourquoi, voilà. Ça permet de rentrer, assez finement dans le sujet. Et j'espère que là, le détour et l'explication des règles vous a permis un peu de poser un peu l'enjeu de tout ça. Parce qu'au final, la question qu'on se pose, et qui se pose à tout territoire, du point de vue du territoire, c'est quelle place la collectivité et les habitants souhaitent-ils prendre dans un projet et puis à quel moment? Heu, voilà, donc ça va dépendre, il n'y a pas de réponse unique. Ça va dépendre, du profil des acteurs locaux, de leur appétit au risque, de leur capacité à s'entourer, des compétences qu'il y a localement, de la dynamique, citoyenne, en place
du projet politique porté par la collectivité. Voilà, ça va dépendre de pas mal de choses qui se regardent à la loupe au cas par cas. Et on va dire, dans ces projets avec des histoires différentes, ces profils de territoires différents, et ben, va y avoir des postures très différentes. La posture du maître d'ouvrage. Là, on a des territoires, des collectivités notamment, qui vont rester maître d'ouvrage jusqu'au bout, pendant toute la durée du projet. Et ça veut dire qu'en gros, ils font bosser des prestataires, mais à aucun moment ils vont partager la gouvernance ou les retombées économiques. Bon, c'est pas mal, mais ça veut dire qu'il faut avoir les épaules costauds pour porter le projet comme ça jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui vont choisir plutôt de le co-développer, et c'est notre sujet. Vous comprenez que du coup, on va partager plus les responsabilités et les retombées. Et puis, il y a des collectivités qui, c'est pas péjoratif, mais en sont à, à, à plutôt faciliter l'émergence de ces projets, leur réalisation, bah, c'est déjà bien. Ça permet de concourir à la transition énergétique. Ça permet des fois euh, voilà, des projets positifs sur le territoire. Ils vont les faciliter. Et puis, la dernière posture, qui est la posture un peu plus passive de juste se dire, bon, les énergies renouvelables, c'est bien, et en plus, ça rapporte. Et on est dans une logique rentière de loyer et de fiscalité. Bon, c'est clairement pas la logique qu'on promeut, et on peut pas faire grand-chose pour ceux qui se contentent de cette posture. Bon, donc selon cette posture et la place que la collectivité veut prendre, on reprend la répartition d'un budget d'investissement. La question, c'est voilà, quelle place citoyens, collectivités vont prendre dans le capital. Je reviens pas dessus, sinon je vais me faire revenir en arrière. Alors, peut-être je peux prendre encore des questions s'il y en a des nouvelles, et puis sinon j'avance maintenant sur le co-développement. Alors, en fait, il y a eu pas mal de curiosité qui a été levée par ce que tu as montré du jeu. Et donc, je précisais que ce jeu, bien sûr, pour l'instant, il est disponible que lors des sessions de formation. Hein. Et donc, il y a certaines personnes qui demandent s'ils peuvent l'avoir, qu'ils peuvent jouer. Donc, voilà, tu peux peut-être en dire Alors, plus sur ce c'est jeu et sur sa naissance, sur voilà, son utilisation. Pour l'instant, je crois qu'il s'agit d'un outil pédagogique que pour l'instant on a développé et qu'on n'a pas vocation. oui. Alors, en fait, c'est un parmi 4 jeux qu'on a développés, dans une optique de formation. En gros, pour, la logique ayant été d'une part, nos formations, 160 diapositives toute une journée assis à regarder un vidéo proche, c'est compliqué de vraiment transmettre, et les connaissances et l'envie de s'approprier les choses et d'être actif. Donc on s'est dit, il vaut mieux trouver un autre support, permettre aux gens de vivre aussi une expérience collective dans le jeu, et puis apprendre, beaucoup, en partageant leurs compétences, expertise dans le jeu, et puis apprendre derrière, quand le jeu est bien fait, bah, le contenu de la formation. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec 4 supports ludiques. Un, vous avez vu celui-là, on en a 3 autres, un sur le montage juridique, un sur le diagnostic de territoire, et un sur, qu'est-ce que c'est un projet d'énergie renouvelable, et en particulier un projet d'énergie renouvelable citoyen. Voilà, ce sont des jeux qu'on utilise en formation et qui vont être transmis aux animateurs régionaux dans vos régions pour également, eux-mêmes, s'en servir pour accompagner, bah, des projets, et faire monter en compétences les acteurs, locaux. Voilà, et il y aura pas d'autres diffusions, commerciales ou quoi de ce jeu. Moi, j'avais des questions à titre perso, mais enfin à titre perso, disons des questions qui m'agitent aussi, mais j'attends peut-être la fin de ta présentation pour les poser et puis pour poser en priorité celles des participants. OK, du coup je continue? Ah, absolument. Alors voilà, co-développement, vous voyez un peu l'image, ça je crois que c'est sur, ouais, c'est sur Isaac Watt, en Bretagne. Bah, co-développement, c'est ça, hein. C'est concrètement, des gens, qui viennent, qui sont pas du métier, mais qui ont maintenant en connaissent un bon rayon sur le sujet, et qui viennent en tant qu'actionnaires, là superviser le chantier et voir, voilà, et puis, donc rencontrer,
les professionnels qui sont en train d'installer, et puis d'autres. Hem, alors, je voulais faire une petite parenthèse d'abord sur, dans tous les cas, notamment quand on est une collectivité, les bons réflexes, quand, on parle de projets de taille industrielle d'énergie renouvelable. Le premier, c'est de l'articuler avec une planification, de la politique publique, notamment d'énergie, mais on pourrait dire de développement durable, parce que ça touche la biodiversité, ça touche le développement économique, ça touche, pas mal d'autres choses. Voilà, il faut que ces projets prennent sens dans une politique et il faut absolument pas que, des projets de cette envergure puissent se développer, sans que ça vienne, bousculer, les politiques, locales et chercher, une synergie, une cohérence avec ce qui existe déjà. Ça peut pas se développer en soi, en dehors de toute politique. C'est vraiment important parce que même pour les développeurs, heu et même pour nos adhérents, enfin, à tout le monde, il faut vraiment pousser les collectivités à avoir de la cohérence, quand ils font des projets de cette taille-là. Voilà. La question de l'échelle intercommunale, elle est importante, elle n'est pas tout le temps possible, mais il faut aussi étudier la question et voir comment, l'intercommunalité, peut jouer sa partition dans ces projets-là et il faut surtout pas que la commune joue, cavalier seul. Et puis désolé, un peu de travaux, chez moi, dans mes bureaux. Ça va? Il n'y a pas trop de bruit parasite? L'autre, sujet, c'est, la concertation. Ça, c'est vraiment propre à la collectivité. Elle en est responsable, heu, en tant que collectivité, qu'une bonne concertation soit mise en place, avec le reste du territoire, avec tous les habitants, et pas seulement les sympathisants, du projet. Voilà, donc ça, c'était pour dire, pour nous, les fondamentaux, ça reste, ça, quelle que soit la manière de faire le projet, voilà. Mais bien sûr, il y a une possibilité d'aller plus loin et de prendre pied dans la société de projet, comme je vous l'expliquais, au développement ou à l'investissement. Alors, dans le co-développement, on va être juste sur la phase de développement. On va être, à ce moment-là de la vie du projet. Il faut voir évidemment, qu'il y a un proc un on va dire un petit mécanisme qui est que, plus le territoire arrive tard dans le projet, plus, Arnaud, t'inquiète oui, pas, on t'entend très bien, malgré d'accord, les petits super. bruits. Ouais, t'inquiète pas, hein, c'est bon. OK, merci. Plus le territoire arrive tard dans le projet, plus ça va être coûteux pour les investisseurs de rentrer. Mais inversement, plus le territoire, les acteurs locaux sont à l'initiative d'un projet, plus ils avancent, sur ce projet. Ils commencent à identifier, les contraintes, ils commencent à, en parler, aux administrations, ils commencent, certaines études, plus, ils vont avoir après quand ils vont aller, chercher un partenaire, de cartes en main. Donc c'est bon, c'est très général ce que je dis, mais il faut comprendre ce mécanisme-là. Heu et puis on va là, ça va être le cœur de mon propos. Heu, pour les acteurs du territoire, rentrer en phase de développement, c'est appréhender, bien les risques, qu'ils doivent, qu'ils encourent. Et donc il va falloir bien s'entourer, bien se former et puis, si possible, faire supporter, l'essentiel des risques financiers par les professionnels développeurs privés et pas par, les acteurs locaux. Et c'est bien le principe, du co-développement, on va rentrer dedans. Hem, le réflexe à avoir en cas de co-développement, donc quand on va dire, il y a un projet qui n'est pas encore, heu, abouti, développé par un développeur, mais qui est encore tout est possible, tout à faire, que la collectivité ait la maîtrise foncière ou pas, elle peut organiser déjà, la concertation entre acteurs locaux, déjà sur le foncier, par exemple, mais aussi, elle peut dire: «Bon, on va sélectionner un partenaire pour nous aider à développer ce projet et cette sélection, il faut que ça soit une mise en concurrence». Hein, c'est le b.a-ba de, mettre en concurrence les entreprises privées pour, voir qu'est-ce qu'elles offrent au territoire pour développer ce projet, qu'est-ce qu'elles, leur permettent. Et ça tombe bien parce que ça permet à la collectivité et à ses partenaires d'écrire un cahier des charges où mettre leurs exigences en termes de participation.
et puis éventuellement tous les autres exigences, hein, en termes d'impact environnemental et tout ça, mais en termes de participation, c'est là qu'elles vont dire: «Voilà, nous, on veut que quelqu'un nous propose un montage où on veut, être, voilà, à tel endroit, avec telle importance». Voilà, ça va dépendre, de chacun. Et puis voilà, il y a un processus de sélection et derrière, une contractualisation, et c'est vraiment l'objet de la formation que de rentrer sur le comment de ça. Alors il faut comprendre aussi le point de vue du développeur qui est en face. Pourquoi lui, il a intérêt à répondre à ces appels d'offres, ces cahiers des charges? Bah, déjà, voilà, du coup, ça veut dire que pour lui, un changement de pratique, il peut plus, juste prospecter, faire signer des promesses de baux. Il commence à être mis en concurrence avec d'autres, sur la place publique comme ça, où il faut, heu, répondre. Bon, donc déjà pour lui, les règles du jeu changent et il a pas trop le choix quand ça se passe. Hem, Déjà, on est dans la réappropriation. Déjà, il y a quelque chose, pour la collectivité de dire: «Bon, on va le faire avec, méthode et avec certaines règles et on va choisir le meilleur. On prend pas le premier venu qui nous propose, le plus gros loyer». Donc déjà là, il y a on est dans notre démarche. Et le développeur, il a aussi d'autres intérêts à accepter de co-développer. Bon, il y a la question de l'acceptation des projets. On sait que globalement, rares sont les développeurs qui développent les compétences en interne pour faire des belles concertations avec le territoire, qui y consacrent les moyens, et bon, ils en sont loin. Ça leur coûte cher d'être, à l'écoute du territoire, d'être sur le terrain, voilà, et ça typiquement, ils sont contents de pouvoir trouver des partenaires qui prennent en charge ça. Heu, Plus globalement, il y a un jeu d'acteurs local, politique, qui est souvent, indéchiffrable pour l'extérieur, et c'est comment dire? Cette ingénierie que peut apporter, une collectivité en disant: «Bon, on s'occupe de mettre, de concerter tout le monde pour, soutenir le projet». Donc là, pareil, il y voit un avantage, important. Évidemment, ça lui permet de communiquer positivement sur son projet, hem et puis, ça voilà, ça en gros, ça peut faciliter, le projet auquel il investit du temps et de l'argent, de sortir. Donc voilà, on peut dire que tout ce qui va faciliter la sortie des projets de la réalisation de projets du portefeuille du développeur, et ben, il va y être favorable. Donc ils ont clairement un intérêt et c'est pour ça qu'il y en a qui de plus en plus qui sont amenés à se lancer dans du co-développement. Et puis en plus, derrière, dans le co-développement, il peut négocier et c'est là un point de vigilance important à avoir et qu'on travaille en formation, c'est, il peut être amené à se réserver, c'est-à-dire à inscrire dans le partenariat, sa place dans la construction, l'exploitation, la maintenance de la future centrale et donc c'est, pour lui, une autre manière de capter de la valeur dans le projet, au-delà des primes de développement et des marges qu'il peut faire sur le développement. Là, il peut dire: «Bon, OK, finalement, je vais être moins gourmand, sur le développement, et sur la marge que je ferai parce que mon partenaire m'assure une place dans la construction, l'exploitation, dans l'avenir. Donc ça, c'est rassurant et ça peut être un modèle économique pour les développeurs. Donc voilà, déjà, pas mal d'avantages pour vous dire, hein, c'est pas juste on tord le bras à des développeurs, qui ne seraient pas, consentants. En revanche, Julien, je termine, là avec ça. Il y a quelques inconvénients aussi pour les développeurs, quand bien même ils sont de bonne volonté et ils ont compris leur intérêt à faire du co-développement. C'est que va falloir partager la gouvernance. Donc bon, c'est trivial, mais dès qu'on est plus seul à décider, on se dit que ça va être compliqué. Hem, donc ça veut dire qu'il va falloir faire des compromis, prendre le temps de négocier, qu'il va falloir adapter le projet, aux souhaits aussi des partenaires. Ça veut dire qu'on va être moins réactif. Voilà, donc c'est pas mal de choses là négatives, on va dire sur pour les développeurs qui avaient l'habitude d'être le seul pilote dans l'avion. Bon, mais quand on installe une relation de confiance et qu'on arrive à être efficace, dans la gouvernance de manière collective, on ça c'est plus trop un sujet.
Et puis, il y a la question de partager évidemment l'effort financier et du coup les retombées économiques derrière. Et là, tous les développeurs sont pas prêts à le faire. Hem, voilà, mais de plus en plus, il y en a qui acceptent bien volontiers de jouer le jeu et de partager le gâteau avec le territoire. Bah, je vais m'arrêter là si tu as des questions et puis je reprends, la suite, après. Il reste, effectivement une dizaine de minutes. Là, il y a quelques questions qui ont fusé sur, l'onglet de conversation. Donc il y en a une de Philippe Massé, donc qui dit qu'effectivement, qui dit qu'il y a souvent un décalage entre les citoyens et les collectivités qui arrivent un peu en retard par rapport, aux développements qui sont faits et en fait, quel levier leur reste-t-il pour se faire une place donc dans ces processus, hein, par l'intermédiaire du co-développement? Et Isabelle qui rajoute juste en dessous, bah, quelle légitimité peut avoir une collectivité ou un collectif s'il n'est pas propriétaire du foncier? Donc une question sur les leviers et je développerai après d'autres questions qui ont été posées. Alors, comme, pour répondre à Philippe, comme on le disait, plus on arrive tard et plus c'est coûteux ou difficile de rentrer dans un projet. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, moins on lui est utile au projet. Heu, donc arriver tard dans un projet, qui va plutôt bien, où il y a pas trop de risques d'opposition, par exemple, au projet, où globalement le projet aurait pu se faire sans continuer sans le territoire et que le territoire se réveille d'un coup et souhaite monter dans le bateau. Là, c'est une situation qui est pas facile, qu'il faut, là j'ai pas de recette, c'est de la négociation, vraiment, très clairement avec le développeur. Voilà, si, la collectivité tout d'un coup, a très envie, de rentrer dans le projet, et d'y emmener, les habitants, je pense que le développeur peut l'entendre et faut qu'il y voit son intérêt. Heu, bon voilà. En revanche, si par exemple il y a un risque fort d'opposition, parce que le projet a été, assez mal, développé ou qu'il y a eu des points durs, à un moment et que là, du coup, il a besoin du territoire, il a besoin qu'il y ait une mobilisation sur le territoire, il a besoin que la collectivité, prenne en charge le sujet avec des habitants, et bah, là, du coup, il y a un vrai levier et ça se négocie également, sur, bah, qu'est-ce que peuvent apporter, les acteurs locaux dans, la réussite du projet et bah, combien ça se négocie, comment ça se négocie. Et du coup, c'est pour répondre à Isabelle, la question du foncier, c'est vraiment pas la seule carte en main que les acteurs du territoire ont. Je vais, vous le dire, là, j'ai une diapositive. Bah, je vais y revenir du coup Isabelle, pour y répondre. Hem, Parce que je vais rester sur celle-ci, pour terminer de répondre à Philippe. Il y a une vraie répartition des rôles à avoir, hein. Il s'agit surtout pas de racketter les développeurs, en leur disant: «Ici, c'est chez nous, on a compris qu'on pouvait demander plus, alors on demande plus». Heu, voilà, c'est pas des pratiques que nous encourageons. Ce qu'on encourage, c'est de maximiser les chances des projets de réussir, de sortir et donc de voir avec les développeurs et les territoires, qu'est-ce que chacun peut, le mieux prendre en charge pour que le projet réussisse. Et clairement, le territoire, quand il se mobilise, il peut vraiment porter, pas mal de risques et pas seulement, le risque foncier ou la maîtrise foncière, mais, tout ce qui va être, concertation locale avec les habitants et puis tout ce qui va être, concertation avec les autorités administratives, où, le territoire peut avoir, son rôle. Le développeur, lui, il va plutôt être, souvent sur la partie technique et financière. Heu, bon, je rentre pas plus dans le détail, après ça se retravaille, au cas par cas, mais, globalement c'est ça. Et donc là où, collecti les parties prenantes, les acteurs locaux ont une carte à jouer, c'est qu'ils peuvent et ça se fait juridiquement, par, un apport en industrie dans la société de projet, ils peuvent valoriser, hem, ce qu'ils apportent dans le projet. Donc la maîtrise foncière, oui, c'est une chose, mais s'ils ont pris en charge des études,
S'ils apportent, des nouveaux éléments, pour le développement du projet, et qu'ils font tout ce que je vous ai déjà dit, clairement, ça peut se traduire par une participation, non négligeable, dans la société de projet. Et je vais vous en donner un exemple, après. Hem, En même temps, je regarde l'heure. Ouais, il est bientôt 13h30. Du coup, là, juste pour terminer, ce qu'on encourage à Énergie Partagée c'est de pas rester dans des face à face avec les développeurs et c'est de savoir s'entourer des partenaires qui existent aujourd'hui dans le réseau, d'énergie partagée justement, que ça soit des acteurs publics, qui s'investissent dans l'énergie, des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou des nouveaux dispositifs, comme Énercité. Je vais pas avoir le temps de vous le présenter. Il y a un webinaire prochainement de présentation d'Énercité, mais voilà, ça fait partie de ces acteurs qui viennent, on va dire, en renfort des territoires pour pas être juste en face à face avec les développeurs. Voilà, donc la capacité à s'entourer, c'est une chose. Ça, je vais pas avoir le temps de vous le présenter et puis, j'aurai pas le temps de vous présenter ça. Je vous montre quand même ça. C'est un projet qui est en train d'être développé, à Saint-Pons dans les Alpes de Haute-Provence. Vous voyez, ça, c'est la répartition, du capital de la société de projet, en développement et puis ensuite en exploitation. Là, pour l'instant, le projet est en développement. En développement, donc la collectivité avait fait une mise en concurrence, appel d'offres, plusieurs développeurs, ils voulaient une place dans la gouvernance et ils ont fini par choisir un groupement où il y a Énergie Partagée, Énercité et Énercoop Provence-Alpes-Côte d'Azur et Cergy, la société d'économie mixte, qui, bien connue. Et donc l'apport financier, heu, dans la société de projet est réalisé essentiellement par, le groupement de développement, Cergy, Énercité, Énercoop PACA, Énergie Partagée. La collectivité, elle a apporté une part symbolique pour être, actionnaire de droit, mais en fait, les 25 que vous voyez, en fait, c'est ce qu'ensemble, tout le monde a dit, a valorisé de l'apport en nature et en industrie de la collectivité en disant: «OK, vous avez le foncier, OK, vous prenez en charge la concertation, OK, vous prenez en charge ci et ça représente 25 de la société de projet» et du coup, en phase d'investissement, heu, la collectivité aura le droit et si elle a la possibilité de rester à 25 là où il va falloir investir et mettre, beaucoup d'argent sur la table pour, acheter les panneaux, soit elle pourra, prendre moins sans que cela change significativement la gouvernance et pourra faire sa place, heu, à une structure d'investissement locale, s'il y en a une qui se monte, pour des citoyens, une coopérative locale par exemple et énergie partagée servira de variable d'ajustement en fonction, bah, de localement comment, collectivités et citoyens ont envie d'investir. Voilà, le type de montage qui peut se pratiquer maintenant en phase de codéveloppement avec ce principe de de vraiment valoriser ce qui est apporté en nature par, la collectivité. Voilà, je m'arrête là, je sais pas s'il y a des questions? Alors, oui, moi j'ai mis, en référence là dans le chat les renseignements sur Énercité et le webinaire, qui est organisé le 23 novembre sur ce sujet. On a une autre question de Dorian, pour savoir si on a des chiffres un peu factuels sur le temps de développement, sur le nombre de recours et d'autorisations euh, quand un projet est co-développé entre citoyens et développeurs professionnels. Est-ce que ça améliore ces paramètres-là, le temps, les recours, etc. Alors, je pense qu'il faudrait une grosse, étude socio-économique, dans maintenant, mais surtout dans 5 ans, 10 ans, pour avoir suffisamment d'échantillons, de projets, et pour, pouvoir vraiment avancer des chiffres. Aujourd'hui, là, c'est que des retours de terrain qu'on peut avoir, et c'est au cas par cas, ça va dépendre des projets, voilà, il y a pas un chiffre là à sortir, la réalité est beaucoup plus complexe. Après en formation, on rentre dans pas mal de retours d'expérience et donc on rentre, au cas par cas dans des exemples, concrets.
qui en voilà. Ouais, alors, c'est un peu ça va avec ce que tu dis. Il y a Denis qui demande s'il y a plus d'éléments sur Saint-Pons en termes de retombées économiques attendues, et cetera. Bon, je pense que c'est pas trop le lieu pour rentrer dans le détail de ce projet. Après, si tu les as, tu peux en parler. Il parle notamment des dividendes, loyers, Ouais, bah, et là, cetera. effectivement, on rentrera dans le détail, en formation, mais là, non seulement ils valorisent le loyer et ce qu'ils apportent en nature, et en plus, après, ils ont le choix soit de revendre leur part, soit d'y rester. Le territoire, localement, a le choix soit d'investir directement, soit de passer par l'énergie partagée. Et donc, bah, selon, la part que prendront collectivités et citoyens en phase d'investissement et d'exploitation, là, on pourra calculer, les retombées économiques pour le territoire. Tant qu'on ne connaît pas cette part-là, là, je peux que vous parler de la phase de développement et voilà, c'est les 25 là que je vous ai annoncés. OK, ben, merci beaucoup Arnaud, pour ta capacité à faire, autant de temps qu'il faut, en fonction des circonstances. J'avais moi, de mon côté un petit, des petites questions à vous soumettre, donc là je vous les propose. Est-ce que, vous avez l'intention, ben, de participer à cette, formation du 9 novembre? Vous pouvez répondre. Et est-ce que vous jugez que ça a été, un webinaire plutôt, utile? Par rapport aux problématiques que vous connaissez. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aussi à ceux qui ont participé par l'intermédiaire de notre page Facebook. Et je vous donne rendez-vous ben, dès la semaine prochaine pour un webinaire sur la structuration juridique et financière des sociétés de projet. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir à tous.